à ton âge, il faut accepter que les décisions se prennent sans toi. Cette phrase, je l'ai entendue comme on reçoit un coup sec, sans élan, mais précis. Elle a traversé la pièce, s'est posée entre nous, et personne n'a cherché à la rattraper. Elle venait d'être prononcée calmement, presque avec douceur, comme une évidence qu'on croyait partagée. J'ai levé les yeux, lentement. Autour de la table, les regards se détournaient déjà. On avait parlé de moi, mais plus vraiment, avec moi. Je me souviens du silence qui a suivi, un silence lourd, pas gêné, mais organisé. Un silence qui signifiait « c'est ainsi maintenant ». J'ai senti quelque chose se contracter dans ma poitrine. Pas de la tristesse, pas encore de la colère, une lucidité brutale. Ils avaient décidé que le temps jouait contre moi, que mon âge me rendait fragile, pressé, incapable de suivre, donc dispensable dans les décisions. J'ai pensé, un instant, répondre, expliquer, dire que j'étais encore là, encore capable, encore attentive, mais les mots sont restés coincés, non par faiblesse, par instinct. Quelque chose en moi comprenait déjà que toute justification serait inutile. On ne demande pas la parole à ceux qui ont déjà décidé de ne plus l'écouter. Je suis restée immobile, mes mains posées à plat sur la table. J'entendais leur voix continuer, parler d'organisation, d'anticipation, de simplification. Toujours ces mots-là, comme s'il s'agissait de ranger une maison trop grande, ou de trier des papiers encombrants. Sauf que c'était ma vie qu'on triait, mon avenir qu'on simplifiait, mon avis qu'on mettait de côté. Ils parlaient du temps qui passe trop vite, du temps qui fatigue, du temps qui efface. Et moi, je les écoutais, presque étonné. Étonné de constater à quel point ils se trompaient sur ce qu'est réellement le temps pour quelqu'un comme moi. Le temps ne m'avait pas affaibli, il m'avait affiné. Il m'avait appris à reconnaître les silences qui excluent, les sourires qui ferment la porte, les décisions prises trop vite pour être honnête. Je repensais à tout ce que j'avais traversé, les années de travail, de sacrifice, de renoncement, les choix faits dans l'urgence, les nuits blanches, les inquiétudes avalées pour tenir. Le temps, je le connaissais, je l'avais porté. Et voilà qu'on me le retournait, comme une arme contre moi. Quand la réunion improvisée s'est terminée, personne ne m'a demandé si j'avais quelque chose à ajouter. Voilà. On a rangé les dossiers. On a parlé d'un autre sujet. J'étais devenue invisible en l'espace de quelques phrases. Pas brutalement. Progressivement. Comme si cela allait de soi. Je suis rentrée chez moi avec une sensation étrange. Pas celle d'avoir été humiliée publiquement. Quelque chose de plus insidieux. On ne m'avait pas crié dessus. On ne m'avait pas insulté. On m'avait simplement retiré du présent. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus violent. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Les phrases tournaient en boucle. À ton âge, le temps presse. Il faut décider vite. J'écoutais le tic-tac de l'horloge dans la cuisine. Ce son régulier, que j'avais toujours trouvé rassurant, prenait une autre dimension. Le temps n'était pas contre moi. Il m'observait. Il attendait. Je me suis levée avant l'aube. J'ai fait du café. Je me suis assise près de la fenêtre. Dehors, la rue était calme. Le jour se levait lentement, sans se presser. Et là, pour la première fois depuis longtemps, une pensée claire s'est imposée. Ils confondent lenteur et faiblesse. Je n'étais pas pressée, je n'étais pas dépassée, je n'étais pas en retard. J'étais simplement arrivée à un âge où l'on n'agit plus dans la précipitation, mais dans la précision. Et cette précision-là, il ne l'avait pas vue venir. Je n'ai pris aucune décision ce matin-là. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas réagi. J'ai laissé le temps faire ce qu'il fait le mieux. Révéler. Révéler les intentions, les stratégies, les impatiences. Révéler aussi mes propres ressources, longtemps mises de côté. Ils pensaient que le temps jouerait contre moi. Qu'il finirait par m'user, m'épuiser, me réduire au silence définitif. Ils ignoraient une chose essentielle, le temps. Quand on sait l'habiter, devient un allié redoutable. Ce jour-là, sans colère, sans éclat, j'ai compris que je n'étais pas au bout du chemin. J'étais au début d'un autre rythme. Un rythme qui ne leur appartenait pas. Un rythme qui allait, doucement mais sûrement, leur prouver qu'ils s'étaient trompés. Quand je repense à la vie que j'ai menée avant ce jour-là, je la vois comme une longue traversée,
faite de patience et d'efforts silencieux. J'ai grandi dans une époque où l'on n'apprenait pas aux femmes à revendiquer, mais à tenir. Tenir la maison, tenir les liens, tenir les promesses. Très tôt, j'ai compris que ma valeur se mesurait à ce que je donnais, pas à ce que je demandais. J'ai rencontré mon mari jeune. Il n'était pas un homme de grande démonstration, mais il inspirait confiance. Ensemble, nous avons bâti une vie simple, sans luxe, mais solide. Les années se sont enchaînées, avec leur lot de responsabilités, le travail, les enfants, les imprévus. Je n'ai jamais compté mes heures. Je n'ai jamais fait l'inventaire de mes renoncements. À quoi bon? À l'époque, cela s'appelait aimer. J'ai porté la famille à bout de bras sans jamais en faire un sujet. Quand il fallait choisir, je choisissais la stabilité. Quand il fallait céder, je cédais. Je pensais que cette constance serait un jour reconnue, ou du moins respectée. Je croyais naïvement que le temps accumulait des preuves en ma faveur, que chaque effort ajouté renforçait ma place. Les années ont passé ainsi, sans heurts majeurs. J'ai vieilli doucement, sans drame, sans rupture. J'ai continué à être présente, disponible, attentive. Je savais écouter, calmer, réparer. On venait me voir pour un conseil, pour un service, pour une présence rassurante. J'étais utile, et cette utilité me donnait le sentiment d'exister pleinement. Je n'ai pas vu venir le basculement. Il ne s'est pas annoncé. Il s'est glissé dans les détails. Une décision prise sans me consulter, puis une autre. Des phrases comme « on ne voulait pas t'inquiéter », démalaient. C'est plus simple comme ça. Au début, je ne m'en suis pas offensée. J'y voyais une forme de sollicitude maladroite. J'acceptais. Encore. Je continuais à faire confiance au temps, à croire qu'il jouait pour moi, qui finirait par rappeler à chacun ce que j'avais apporté, ce que j'étais encore capable de donner. Mais le temps n'est pas incomptable. Il n'additionne pas les mérites. Il révèle les dynamiques. Et sans m'en rendre compte, je glissais doucement, du centre vers la périphérie. Je me souviens d'un moment précis, bien avant la phrase fatidique. Une discussion animée, des décisions prises rapidement, et moi assise, là, à écouter. J'avais voulu intervenir. Puis je m'étais ravisée. Ce n'est pas grave, m'étais-je dit. Ils savent ce qu'ils font. Ce jour-là, j'avais confondu indulgence et renoncement. Avec le recul, je vois à quel point j'avais intégré l'idée que vieillir signifiait se retirer progressivement. Faire moins de bruit, laisser la place, comme si l'expérience devait céder devant l'énergie, comme si la lenteur était un défaut. Je ne m'étais jamais posé la question autrement. C'était ainsi. C'était la règle, tacite. Pourtant, intérieurement, je n'avais pas changé. J'étais toujours attentive, lucide, capable d'anticiper. Simplement, je n'étais plus invitée à le faire. Et cette exclusion douce était d'autant plus efficace qu'elle ne laissait aucune trace visible, pas de conflit, pas de rupture. Juste un déplacement progressif. Je comprends aujourd'hui que cette période de ma vie a été décisive. Non parce qu'elle était douloureuse, mais parce qu'elle était trompeuse. Tout semblait calme, presque harmonieux. Et c'est dans ce calme-là que l'on m'a lentement retiré la parole. Quand ils ont fini par me dire que le temps jouait contre moi, ce n'était pas une nouveauté. C'était la formulation brutale de quelque chose qui s'était installé depuis longtemps. Ils ne faisaient que nommer ce qu'ils pratiquaient déjà. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que le temps, pour moi, n'avait jamais été un ennemi. Il m'avait appris la patience, oui, mais aussi l'observation. Il m'avait appris à reconnaître les cycles, les retours, les moments propices. Le temps m'avait appris que rien ne se décide vraiment dans la précipitation. Je n'avais peut-être plus l'élan de la jeunesse, mais j'avais quelque chose de plus précieux, la capacité d'attendre sans me perdre. Cette capacité-là, je l'avais forgée pendant des décennies. Et elle allait devenir, contre toute attente, ma plus grande force. Il pensait que le temps allait me réduire. Il n'avait pas compris qu'il m'avait préparé. Les premiers signes de ce glissement ont été si discrets que j'ai longtemps refusé de les nommer. Ils se sont installés sans heurts, comme une légère modification du décor. Rien de brutal, rien qui justifie une réaction immédiate. Et c'est précisément ce qui les rendait efficaces. Au début, ce furent de petites absences. Une réunion familiale dont je n'avais pas été informée. Un rendez-vous pris, sans me consulter, puis annoncé comme une évidence.
On a pensé que ce serait plus simple comme ça, disait Ahon, avec un sourire presque attendri. Je souriais à mon tour. J'acceptais. Je ne voulais pas paraître méfiante, encore moins ingrate. Puis vinrent les remarques, glissées entre deux phrases anodines. Tu te fatigues vite, s'étant assis. On ne va pas t'embarrasser avec ça. Ces mots n'étaient pas méchants. Ils étaient enveloppés de sollicitude. Et pourtant, à force de les entendre, quelque chose se fissurait en moi. On ne me protégeait pas. On me contournait. Je me souviens d'un dîner, un soir d'hiver. La table était dressée, les conversations allaient bon train. On parlait de projets, d'organisation, de décisions à venir. J'écoutais, attentive. À un moment, j'ai posé une question simple. Elle est restée suspendue. Personne n'y a répondu vraiment. La discussion a continué comme si je n'avais rien dit. Ce n'était pas un oubli. C'était un signal. J'ai ressenti ce soir-là une sensation étrange, presque physique. Comme si ma voix avait perdu de sa densité. Je me suis demandé si j'avais parlé trop doucement, si je m'étais mal exprimée. J'ai cherché l'erreur en moi. Toujours. C'était plus facile que de reconnaître ce qui se passait réellement. Avec le temps, j'ai commencé à me taire davantage. Pas par résignation consciente. Par adaptation. Je sentais que mes interventions ralentissaient les échanges, qu'elles n'étaient plus attendues. Alors je les ai espacées. Je me disais que ce n'était pas grave, que l'essentiel était ailleurs, que je n'avais plus besoin d'être au centre. Mais ce retrait progressif avait un prix. Il me rendait invisible. Plus je m'effaçais, plus il devenait naturel de décider sans moi. Et plus on décidait sans moi, plus il semblait logique que je m'efface encore. Le cercle se refermait doucement. Je me rappelle aussi ces moments où l'on parlait de moi à la troisième personne, alors que j'étais là. Elle préfère quand c'est simple. Elle n'aime pas les complications. J'entendais ces phrases comme on entend un récit qui ne nous appartient plus. On dessinait mon portrait sans me consulter. Et je le laissais faire. Pourquoi n'ai-je pas réagi plus tôt? Cette question m'a longtemps tourmentée. La réponse est inconfortable. Parce que je croyais que l'amour passait par l'effacement. Parce que j'avais appris que faire des vagues, à mon âge, était malvenu. Parce que je redoutais, plus que tout, de devenir celle qui dérange. Il y avait aussi cette idée, profondément ancrée, que le temps m'avait déjà beaucoup donné, et qu'il était normal de céder un peu. Je confondais transmission et disparition. Je croyais laisser de la place, alors qu'on me la retirait. Ces petites humiliations n'avaient rien de spectaculaire. Pas de cris, pas d'insultes, juste une série de choix qui ne me laissaient plus d'espace. Elles étaient d'autant plus difficiles à dénoncer qu'elles semblaient raisonnables, presque logiques. Ce n'est pas contre toi, c'est plus pratique. On sait que tu comprendras. Et je comprenais. Trop bien. Pourtant, au fond de moi, une résistance silencieuse persistait. Une part de moi refusait de croire que je n'étais plus capable. Cette part observait, notait, mémorisait. Elle n'agissait pas encore. Elle se renforçait. Je me suis surprise à ressentir une fatigue différente, pas celle du corps, celle de l'esprit. La fatigue de devoir toujours m'adapter, toujours interpréter, toujours minimiser ce qui me blessait. Cette fatigue-là était un signal. Elle me disait que quelque chose devait changer. Le temps, que l'on brandissait contre moi comme une menace, m'offrait paradoxalement cette lucidité nouvelle. Je voyais enfin les mécanismes à l'œuvre. Je comprenais que l'effacement n'était pas une conséquence naturelle de l'âge, mais le résultat d'une suite de choix tolérés. Ce jour-là, sans éclat, sans déclaration, j'ai cessé de me dire que tout cela était normal. Je n'ai pas encore agi. Je n'ai pas encore parlé. Mais intérieurement, quelque chose s'est redressé. J'ai commencé à distinguer ce qui m'était pris de ce que j'avais volontairement donné. Produit, il croyait que le temps jouait contre moi. Il ne voyait pas qu'il m'apprenait à regarder autrement. Et ce regard, désormais, ne me quitterait plus. La goutte d'eau n'est pas tombée avec fracas. Elle a glissé, discrète, au détour d'un après-midi ordinaire. J'étais seule à la maison quand le facteur a déposé une enveloppe épaisse, sans mot d'accompagnement. Une enveloppe administrative, reconnaissable entre toutes. J'ai d'abord pensé à une erreur. Puis j'ai vu mon nom, mal orthographié, et cette sensation familière de malaise m'a traversée. Je me suis assise avant de l'ouvrir. Il y a des gestes qui exigent de la lenteur. À l'intérieur, des copies,
des décisions, des signatures, les miennes, du moins en apparence. Des dates qui ne correspondaient pas à mes souvenirs, des formulations que je n'aurais jamais employées. J'ai relu plusieurs fois, convaincu que je n'avais pas bien compris. Mais non. On avait agi en mon nom, sans moi. Ce n'était pas un simple oubli. C'était une organisation, une anticipation, une manière de rendre les choses irréversibles avant même que je puisse poser une question. En parcourant les pages, j'ai senti mes mains trembler légèrement. Pas de peur, de stupeur. On ne m'avait pas seulement mise à l'écart. On m'avait remplacée. Je me suis levée pour aller chercher mes propres dossiers, ceux que je conservais depuis des années, classés avec soin. J'ai comparé. Les incohérences sautaient aux yeux. Certaines décisions avaient été prises dans l'urgence, sous prétexte de simplification. D'autres faisaient référence à des échanges que je n'avais jamais eus. Le plus violent n'était pas l'acte lui-même. C'était la certitude qu'il avait été pensé comme indiscutable. Je me suis sentie envahie par une colère froide, pas celle qui cherche à éclater, celle qui se concentre. On avait franchi une ligne. Jusqu'ici, je pouvais encore me dire que je laissais faire, que j'acceptais. Là, on m'avait retiré ce choix. On m'avait réduite à une formalité. Je me suis revue, quelques semaines plus tôt, à cette table où l'on parlait vite, où l'on décidait, sans le regarder. Tout prenait sens, la précipitation, les phrases rassurantes. Le temps presse. Il faut agir. Ce n'était pas l'urgence qui guidait leurs gestes. C'était la stratégie. J'ai refermé l'enveloppe. Je n'ai appelé personne. J'ai laissé passer plusieurs heures. Je marchais dans la maison, comme si je la découvrais autrement. Chaque pièce me rappelait ce que j'avais construit, protégé, maintenu. Et voilà que, sur le papier, on m'enlevait le droit d'en être l'actrice. À cet instant précis, quelque chose s'est déplacé en moi. Ce n'était plus une question de respect ou de reconnaissance. C'était une question de légitimité, de droit, de présence. Je n'étais plus disposée à expliquer, à comprendre, à excuser. Je voulais reprendre ce qui m'appartenait. Ma capacité à décider. Je me suis assise de nouveau, carnet ouvert. J'ai noté les faits, sans commentaire. Les dates, les noms, les documents. Cette écriture-là n'était pas émotionnelle. Elle était méthodique. Chaque ligne renforçait une certitude simple. Je n'étais pas folle. Je n'exagérais rien. Ce qui m'arrivait était réel. La fatigue a fini par m'envahir, mais elle était différente. Ce n'était plus la lassitude de celle qui encaisse. C'était l'épuisement d'un choc, suivi d'un éveil. Je savais que je ne pourrais plus revenir en arrière. Que faire comme si de rien n'était serait une trahison envers moi-même. Je n'ai pas pris de décision ce soir, Allah, mais j'ai cessé de douter. J'ai compris que le temps, qu'il croyait pouvoir utiliser contre moi, m'offrait au contraire l'espace nécessaire pour agir juste. Sans précipitation, sans erreur. Ils avaient pensé m'endormir avec des mots. Ils m'avaient réveillé avec des actes. Et cette prise de conscience, aussi douloureuse soit à elle, marquait la fin d'une illusion. Je ne serais plus la variable silencieuse de leurs calculs. À partir de ce jour, je ne subirai plus. Je préparerai. Après cette découverte, les nuits sont devenues longues. Pas agitées, pas pleines de larmes, mais habitées. Je me couchais avec la lumière éteinte et l'esprit éveillé, comme si quelque chose en moi refusait désormais de dormir tant, que tout n'était pas compris. Je revoyais les documents, les dates, les phrases trop bien tournées. J'écoutais ma respiration pour rester calme. Il fallait penser juste, pas vite. Je me suis interrogée sur ma propre responsabilité. Non pour m'accuser, mais pour comprendre. À quel moment avais-je cessé de poser des questions? Quand avais-je confondu confiance et abdication? Je ne cherchais pas des coupables, je cherchais la faille. Et cette faille, je la reconnaissais. J'avais trop longtemps cru que la bonne foi suffisait à me protéger. Je priais en silence. Pas pour demander réparation, mais pour obtenir la clarté. J'avais besoin d'un fil conducteur, d'une ligne intérieure à ne pas franchir. Je me parlais à moi-même, à voix basse, comme on rassure quelqu'un qui s'est perdu. Tu es encore là. Tu comprends? Tu as le droit. Ces phrases simples me rendaient une stabilité que je croyais avoir perdue. Peu à peu, la peur s'est éloignée. Elle a laissé place à une lucidité attentive.
Je me suis mise à chercher des informations, discrètement. Pas pour attaquer, pas pour provoquer, pour savoir, comprendre ce que signifiaient ces documents, ce qui les engageait réellement, ce qui pouvait être corrigé, annulé, reconsidéré. Je notais tout. Les termes techniques, les références, les conditions. Je voulais être prête à poser des questions précises. J'ai pris conscience d'une chose essentielle. Tant que je restais dans l'émotion brute, je n'avais aucun pouvoir. Mais dès que je transformais cette émotion en compréhension, elle devenait une ressource. Je n'avais pas besoin d'élever la voix. J'avais besoin d'exactitude. Je repensais souvent à cette phrase. Le temps joue contre toi. Elle prenait une autre couleur. Le temps ne me pressait pas. Il m'autorisait. Il me donnait l'espace nécessaire pour démêler, pour vérifier, pour préparer. Eux confondaient vitesse et efficacité. Moi, je choisissais la précision. Je n'ai parlé à personne pendant plusieurs jours. Pas par isolement, mais par respect pour ce que je traversais. Il y a des décisions qui demandent du silence autour d'elles pour naître correctement. J'avais besoin de ce retrait pour entendre ma propre voix, celle que j'avais trop longtemps mise en sourdine. Un matin, en relisant mes notes, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Une détermination tranquille. Pas une envie de revanche, une exigence de justesse. Je ne voulais pas réparer une injustice par une autre. Je voulais remettre les choses à leur place, sans déformer ce que j'étais devenue. Je me suis vue autrement. Non plus comme la femme qu'on peut contourner parce qu'elle ne proteste pas, mais comme celle qui observe, qui comprend, qui choisit le moment. Cette vision ne me rendait ni dure, ni distante. Eh bien, elle me rendait cohérente. Je savais désormais que je devrais agir, pas dans la précipitation, pas dans l'ombre non plus. Agir avec méthode, avec calme, avec des faits. Cette idée ne me faisait plus peur. Elle m'apaisait. J'avais retrouvé un axe intérieur, une boussole. Cette phase d'introspection n'était pas un repli. C'était un passage. Je quittais la posture de celle qui encaisse pour entrer dans celle qui décide. Lentement, sans éclat, mais avec une fermeté nouvelle, née de la compréhension et non de la colère. Le temps, qu'ils avaient cru utiliser contre moi, travaillait désormais pour moi. Il consolidait mes pensées, affinait mes intentions, renforçait ma patience. Et dans ce silence habité, je posais les premières pierres d'une réponse qui ne serait ni impulsive ni brutale, mais irrévocable. La préparation n'a pas commencé par un geste spectaculaire. Elle a commencé par une organisation intérieure. Avant même de poser un acte concret, j'ai réappris à me tenir droite dans mes décisions. À ne plus me disperser. À choisir ce qui comptait vraiment. Je savais désormais que chaque pas devait être mesuré, non pour ménager les autres, mais pour me protéger moi. J'ai repris mes dossiers un par un. Pas dans la précipitation, avec méthode. J'ai classé, daté, comparé. Ce travail minutieux avait quelque chose d'apaisant. Chaque document retrouvé, chaque annotation ajoutée, me rendait un peu de terrain. Je n'étais plus dans l'hypothèse ou l'interprétation. J'étais dans le concret. Et le concret rassure. J'ai pris rendez à vous, discrètement, sans en parler autour de moi. Je n'avais rien à expliquer à ce stade. J'arrivais avec mes papiers, mes questions claires, mes doutes précis. Je parlais peu. J'écoutais beaucoup. On m'expliquait les procédures, les possibilités, les marges de manœuvre. On ne me traitait pas comme une personne dépassée, mais comme une femme capable de comprendre ce qui la concerne. Cette reconnaissance, sobre mais réelle, me faisait un bien immense. Je notais tout en sortant, les termes exacts, les points à vérifier, les démarches possibles. Je découvrais que certaines décisions prises en mon nom pouvaient être réévaluées, contestées, suspendues. Et rien n'était figé comme on me l'avait laissé croire. Cette découverte ne m'a pas rendue euphorique. Elle m'a rendue vigilante. Je comprenais désormais pourquoi on avait voulu aller vite. En parallèle, j'ai commencé à modifier mon quotidien. Des changements presque invisibles. J'ai cessé de répondre immédiatement aux sollicitations. J'ai pris le temps avant de dire oui. Parfois, je disais non. Sans justification excessive. Ces petites résistances déstabilisaient plus qu'un affrontement direct. Elles brisaient l'évidence de ma disponibilité. Je continuais à jouer mon rôle extérieur. Celui de la femme calme, raisonnable,
qui ne crée pas de remous. Ce masque, je le portais consciemment, non par lâcheté, par stratégie. Il me permettait de préparer, sans être observé de trop près. Ceux qui croient que le temps joue contre vous se montrent souvent imprudents. Ils se fient à votre inertie supposée. Je faisais attention à les paroles. Je ne dénonçais rien. Je ne posais pas encore les questions qui auraient révélé mes intentions. J'observais. Je laissais les habitudes se poursuivre, convaincu qu'elles finiraient par trahir ce qui se jouait réellement. L'œil de le pouvoir aime la répétition. Il oublie de se méfier quand rien ne semble bouger. Chaque jour, je sentais ma posture changer. Je n'étais plus dans l'attente d'une réparation extérieure. Je construisais la mienne. Lentement. Solidement. Cette préparation me rendait plus sereine. Paradoxalement, je n'avais plus besoin de contrôler l'issue. Je savais simplement que je ne serais plus prise de court. Je réfléchissais souvent à la différence entre docilité et silence choisi. Pendant longtemps, j'avais confondu les deux. La docilité subit. Le silence prépare. Celui que je pratiquais désormais était actif. Il me donnait du temps, de la clarté, de la force. Et surtout, il me laissait intact. Je savais que le moment viendrait où je devrais sortir de cette phase, où les faits s'imposeraient, où les décisions prises sans moi seraient confrontées à ma présence pleine et entière. Cette perspective ne m'angoissait plus. Parce que je n'arriverais pas les mains vides, ni le cœur à vif. J'arriverais avec des éléments précis, une ligne claire et une détermination tranquille. Ils avaient cru que le temps jouerait contre moi. Ils ignoraient que je savais désormais l'utiliser. Le temps ne me pressait pas. Il m'accompagnait. Il me donnait l'espace nécessaire pour préparer une réponse qui ne serait ni bruyante ni violente, mais irréfutable. Et dans cette lenteur assumée, je me sentais, pour la première fois depuis longtemps, pleinement maîtresse de ce qui m'attendait. La confrontation n'a pas été annoncée. Elle s'est imposée d'elle-même, un jour où tout était prêt, sans que personne ne s'en doute vraiment. On m'avait proposé de faire le point, une formule vague, presque aimable. J'ai accepté sans poser de conditions. Je savais désormais que je n'avais plus à me justifier pour être là. Nous étions assis autour de la table, comme tant d'autres fois. Les mêmes gestes, les mêmes tasses, la même lumière de fin d'après-midi. À première vue, rien n'avait changé. Pourtant, tout était différent. Je n'étais plus venu pour écouter. J'étais venu pour poser un cadre. Ils ont commencé à parler, avec cette assurance tranquille de ceux qui pensent maîtriser la situation. Ils évoquaient des décisions déjà engagées, des délais, des contraintes. On me parlait comme à quelqu'un qu'il fallait rassurer, pas consulter. J'ai laissé faire. Je les ai écoutés jusqu'au bout, sans interrompre. Le silence, cette fois, n'était pas un retrait. C'était un choix. Mais quand ils ont fini, j'ai pris la parole. Pas longtemps. Pas fort. Ce que vous évoquez me concerne directement, a jeudi. Et je n'ai jamais donné mon accord. Le silence est tombé d'un coup. Pas un silence gêné. Un silence surpris. Il ne s'attendait pas à cette clarté. On m'a répondu que tout avait été fait dans l'urgence, pour mon bien, pour éviter des complications. J'ai hoché la tête, calmement. L'urgence ne remplace pas le consentement. Cette phrase a produit un effet immédiat. Elle ne laissait aucune porte de sortie. On a tenté de nuancer, de rappeler que je faisais confiance, que je n'avais jamais exprimé de désaccord auparavant. J'ai répondu sans élever la voix. Se taire n'est pas consentir. Je voyais leur certitude vaciller. Pas parce que je menaçais, mais parce que je posais des faits. Ils ont parlé de mon âge, prudemment, à demi à mot. Toujours cette idée que le temps presse, que certaines décisions doivent être prises, pendant qu'il est encore temps. J'ai attendu une seconde avant de répondre. Mon âge ne m'empêche ni de comprendre, ni de décider. Il m'empêche seulement de me précipiter. Ils ont essayé d'accélérer la discussion, de la refermer, de présenter les choses comme déjà réglées. C'est là que j'ai ouvert mon dossier. Pas théâtralement. Simplement. J'ai posé les documents sur la table un à un. Les dates, les incohérences, les signatures apposées, sans ma présence. Je n'accusais personne. Je constatais. La tension est montée. Des voix se sont élevées. On m'a reproché de compliquer, de revenir sur ce qui était presque terminé.
J'ai répondu, toujours avec le même calme. Ce qui a été engagé sans moi peut être suspendu avec moi. À cet instant, j'ai compris que le rapport de force venait de basculer, non pas en ma faveur, mais en faveur de la réalité. Il ne pouvait plus prétendre que tout était clair, ni que je consentais. Le temps qu'il croyait jouer contre moi venait de s'arrêter. Il y a eu des tentatives de culpabilisation. Le rappel des liens, des sacrifices passés, de la famille. Ces mots-là, autrefois, m'auraient fait douter. Cette fois, je les ai entendus sans les absorber. La famille n'autorise pas l'effacement, ai-je dit. Elle suppose le respect. Je n'ai pas cherché à gagner. Je n'ai pas cherché à convaincre. Je n'ai posé que des limites. Claires, mesurées, non négociables. Je n'ai pas dévoilé tout ce que je savais. Ce n'était pas nécessaire. La confrontation n'était pas un procès. C'était une réaffirmation. Quand la discussion s'est terminée, je me suis levée avant eux. J'ai dit que j'étais disposée à discuter de tout, à condition que rien ne se fasse sans mon accord explicite, que je prendrais le temps nécessaire pour examiner chaque point, et que je ne signerais plus rien dans la précipitation. En quittant la pièce, je n'ai ressenti ni victoire ni soulagement spectaculaire. J'ai ressenti un alignement profond. Je n'avais pas trahi ce que j'étais devenu. Je n'avais pas crié. Je n'avais pas cédé. J'avais tenu. Je savais que les conséquences viendraient. Des silences, des tensions, des réorganisations. Mais je savais aussi une chose irréversible. Il ne pourrait plus agir comme avant. Le temps, cette fois, ne jouait plus contre moi. Il venait de m'ouvrir un espace où je pouvais enfin décider à mon rythme. Après cette confrontation, rien ne s'est apaisé immédiatement. Je ne m'y attendais pas. Quand une dynamique ancienne est brusquement mise à nu, elle ne se dissout pas d'un simple échange. Elle se crispe, elle se défend, elle se réorganise. Et c'est dans ce temps-là que les vérités cachées remontent. Les jours suivants ont été marqués par une étrange retenue. On me parlait avec plus de prudence, parfois avec une politesse excessive. Les conversations s'interrompaient quand j'entrais dans une pièce, puis reprenaient autrement. Je sentais que quelque chose avait basculé, mais que personne ne savait encore comment se positionner face à moi. L'ancienne version de moi n'était plus disponible. La nouvelle dérangeait. Très vite, les désaccords internes sont apparus. Ce qui avait été décidé sans moi, dans une apparente unité, révélait ses fissures. Les responsabilités se renvoyaient à voix basse. Ce n'était pas exactement ce que j'avais proposé. Tu avais pourtant dit que, sans mon silence pour absorber les tensions, chacun devait désormais assumer ses choix. Et cette exposition était inconfortable. Je n'intervenais pas par détachement, mais par lucidité. J'avais longtemps été le point d'équilibre invisible, celle qui arrondit les angles, qui évite les conflits. En cessant de jouer ce rôle, je ne provoquais rien. Je cessais simplement de masquer ce qui existait déjà. Et cette vérité-là faisait son œuvre. Il y a eu des tentatives de rapprochement, des gestes soudains plus attentionnés, des paroles douces, presque inquiètes. Certaines venaient d'un réel trouble. D'autres cherchaient à rétablir l'ancien fonctionnement, celui où ma patience permettait à tout de continuer sans friction. Je n'ai pas rejeté ces gestes. Je les ai observés. J'acceptais ce qui était sincère. Je refusais, calmement, ce qui ressemblait à un retour en arrière. Ce refus tranquille était nouveau. Il surprenait. Je n'argumentais plus. Je ne me justifiais plus longuement. Un non simple, posé, suffisait. Et ce non, loin d'être brutal, mettait chacun face à ses propres limites. Je n'étais plus là pour faciliter. J'étais là pour exister. Peu à peu, j'ai pris davantage de distance concrète. Je n'étais plus disponible par réflexe. Je choisissais mes moments, mes présences, mes échanges. Je quittais une discussion quand elle ne me concernait plus. Je laissais des silences s'installer sans chercher à les combler. Cette nouvelle manière d'être redessinait lentement ma place. Avec cette distance, une autre vie a commencé à émerger. Des habitudes oubliées sont revenues. Lire sans surveiller l'heure. Marcher sans but précis. Passer une matinée entière sans être attendu nulle part. Ce temps-là, que j'avais longtemps considéré comme inutile, devenait un espace de respiration. Je redécouvrais le plaisir d'exister sans fonction assignée. Je me suis aussi rapprochée de personnes extérieures à la famille. Des échanges simples,
sans histoire commune, sans dette ancienne. Avec elle, je n'avais rien à prouver. Je n'étais ni la mère, ni l'épouse, ni la variable rassurante. J'étais simplement une femme qui parle et qui est écoutée. Cette reconnaissance, discrète mais réelle, me rappelait que ma valeur ne dépendait pas d'un rôle. Il y a eu des moments de solitude. De vraie solitude, sans masque. Elle n'était pas toujours confortable. Elle m'obligeait à répondre à une question essentielle. Qui suis-je quand je ne soutiens plus tout le monde? La réponse ne venait pas immédiatement, mais cette solitude-là était honnête. Elle ne m'exigeait pas de me taire pour être aimée. Je constatais aussi que mon âge, qu'ils avaient voulu utiliser contre moi, devenait paradoxalement une force. J'avais le temps. J'avais le recul. Et surtout, je n'avais plus l'urgence de plaire. Cette liberté nouvelle me rendait moins vulnérable aux pressions, aux fausses urgences, aux décisions présentées comme inévitables. La famille se réorganisait, sans moi au centre. Et contrairement à ce que j'aurais cru autrefois, cela ne me détruisait pas. Cela me soulageait. Je n'étais plus le pilier silencieux. J'étais une personne parmi d'autres, avec des limites visibles, assumées. Cet éclatement n'a pas été spectaculaire. Il n'a pas fait de bruit. Il s'est produit par glissements successifs. Mais il était réel. Et au cœur de ce mouvement, je comprenais quelque chose d'essentiel. Je ne perdais pas ma place. J'étais en train d'en créer une nouvelle, plus juste, plus libre et profondément mienne. Avec le recul, j'ai compris que ce qui se jouait alors n'était plus une crise, mais une installation. Les rapports s'étaient déplacés, et chacun tentait désormais de trouver sa position dans ce nouvel équilibre. Je n'étais plus au centre, mais je n'étais plus en marge non plus. J'occupais un espace différent, choisi, tenu. Les échanges familiaux avaient changé de nature. Ils étaient moins fréquents, parfois plus tendus, mais aussi plus clairs. On ne me sollicitait plus pour arranger, pour amortir, pour traduire les émotions des uns aux autres. Ce rôle-là avait disparu. Et avec lui, une fatigue ancienne que je n'avais jamais nommée. Je découvrais ce que cela faisait de ne plus porter le poids invisible de l'harmonie. Il y a eu des tentatives pour me ramener doucement vers l'ancien schéma. Des phrases chargées de souvenirs, des rappels affectifs, des allusions à « comment c'était avant ». Je les entendais sans me fermer. Mais le passé avait existé, il comptait. Mais je ne le laissais plus gouverner le présent. La nostalgie, je le savais désormais, peut devenir une arme douce quand elle sert à effacer les limites nouvellement posées. Non, je me suis surprise à ressentir moins de culpabilité. Pendant des années, elle avait guidé mes gestes sans que je m'en rende compte. La culpabilité de dire non, de décevoir, de compliquer les choses. En la laissant s'éloigner, je retrouvais une légèreté inattendue. Pas une insouciance, mais une justesse. Je faisais ce qui me semblait correct, sans me dissoudre dans l'attente des autres. Ma vie, en dehors de la famille, prenait une place que je n'avais jamais vraiment explorée. Des relations simples, sans enjeu de pouvoir, sans dette ancienne. Des conversations où je n'étais ni indispensable, ni secondaire, juste présente. Ces échanges me rappelaient une vérité simple. On peut exister pleinement sans être utile, en permanence. Je constatais aussi que mon regard sur moi-même avait changé. Je ne me définissais plus par ce que je faisais pour les autres, mais par ce que je choisissais pour moi. Cette transformation n'était pas spectaculaire. Elle se manifestait dans des décisions modestes, mais assumées. Refuser un rendez-vous sans justification excessive, organiser mes journées selon mon rythme, garder le silence sans malaise quand je n'avais rien à ajouter. Il y avait encore des moments de doute. Des soirs où je me demandais si cette distance nouvelle n'était pas une solitude trop lourde. Mais ces moments passaient. Ils se heurtaient à une évidence simple. Rester comme avant aurait signifié m'effacer lentement. Cette solitude-là, au moins, était honnête. Elle ne me demandait pas de me renier pour être acceptée. Je réfléchissais souvent à cette notion de temps, qu'on avait brandie contre moi comme une menace. Je comprenais désormais qu'il n'est ni un allié automatique, ni un ennemi certain. Il amplifie ce qui existe déjà, et ce qui existait en moi s'était renforcé. Le temps m'avait appris à attendre sans céder, à observer sans me perdre, à agir sans me précipiter. Je n'avais pas cherché à punir qui que ce soit. Je n'avais pas cherché à renverser un ordre établi par la force. J'avais simplement cessé de participer à un fonctionnement qui me réduisait. Et ce geste, aussi discret soit-il,
avait suffi à modifier profondément les rapports. Je sentais que j'approchais d'un point d'équilibre. Pas une fin, pas une victoire éclatante. Un seuil, un endroit intérieur où je pouvais regarder le passé sans amertume excessive, le présent sans peur, et l'avenir sans me sentir déjà en trop. Cette sensation était nouvelle. Elle me donnait une stabilité que je n'avais jamais connue auparavant. Je savais que le dernier regard que je poserais sur cette histoire serait décisif. Non pour tirer des comptes, mais pour en extraire le sens. Je n'avais plus besoin d'être comprise par tous. J'avais besoin d'être fidèle à ce que j'avais appris. Et ce que j'avais appris tenait en peu de mots, mais exigeait beaucoup de constance. Ma place ne dépend plus de ce que je cède, mais de ce que je choisis de tenir. Cette étape n'était pas encore la conclusion. Elle était une installation définitive dans une posture nouvelle. Une manière d'habiter ma vie sans craindre de déranger, sans me préparer à disparaître. J'étais prête, désormais, à poser le dernier mot sur cette histoire, non comme une revanche, mais comme une vérité tenue. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne vois plus une suite d'injustices isolées. Je vois une trajectoire, une lente transformation, presque imperceptible, qui m'a conduite d'un silence subi à un silence choisi. La différence est immense. Elle change tout. Je ne renie pas la femme que j'ai été, celle qui donnait sans compter, qui croyait que la patience était une preuve d'amour, que l'effacement préservait les liens. Cette femme-là n'était pas naïve. Elle était fidèle. Elle pensait que le temps finirait par reconnaître ce qu'elle avait porté. Elle ne savait pas encore que le temps ne récompense pas toujours le don, il révèle surtout les rapports de force. Ils ont cru que le temps jouait contre moi. Ils ont cru qu'en attendant, en avançant sans me consulter, en parlant plus vite que moi, ils finiraient par rendre ma présence secondaire, puis inutile. Ils ont confondu lenteur et faiblesse. Ils ont confondu discrétion et renoncement. Ils se sont trompés. Le temps, pour moi, a été un maître exigeant. Il m'a appris à observer sans réagir trop vite, à laisser les mots tomber pour mieux entendre ce qu'ils cachent, à distinguer l'urgence fabriquée de la nécessité réelle. Il m'a appris que certaines batailles se perdent quand on les engage trop tôt, et se gagnent quand on sait attendre. Je n'ai pas cherché à reprendre une place ancienne. Elle était bâtie sur une fatigue silencieuse, sur une disponibilité permanente, qui m'avait rendu indispensable mais interchangeable. J'ai choisi autre chose. Une place intérieure, stable, inattaquable. Une place qui ne dépend plus de l'approbation, ni de la gratitude, ni de l'utilité. Ma vie est devenue plus sobre, mais plus dense. Je fais moins, mais je choisis. Je parle moins, mais je parle juste. Je ne remplis plus les silences par peur de déranger. Je les habite. Et dans ces silences-là, je me reconnais. Les liens familiaux ont changé. Certains se sont distendus, d'autres se sont clarifiés. Ce tri n'a pas été une perte. Il a été un ajustement. J'ai compris que la proximité n'est pas toujours synonyme de respect et que la distance peut parfois protéger mieux que toutes les promesses. Je n'ai plus besoin de maintenir une paix qui m'efface. Il m'arrive encore de ressentir une pointe de mélancolie. Non pour ce que j'ai perdu, mais pour ce que j'ai compris tard. Pour les années où j'ai cru que me taire était une preuve de maturité. Mais cette mélancolie ne me paralyse pas. Elle m'accompagne. Elle me rappelle que j'ai choisi de ne pas finir en marge de ma propre vie. Si je devais adresser un message à celles et ceux qui vieillissent dans des familles où l'on décide sans eux, je ne parlerai pas de révolte. Je parlerai d'attention, d'écoute de soi. Du moment précis où l'on commence à parler de vous comme si vous n'étiez plus tout à fait là. Ce moment est douloureux, mais il est aussi un seuil. On peut encore agir. On peut encore se tenir. Je ne prétends pas avoir tout réparé. Je n'ai pas effacé les blessures. Mais j'ai cessé d'en créer de nouvelles en me taisant contre moi à même. J'ai appris que la dignité n'est pas un combat, permanente, mais une position. Une manière de dire « je suis là », sans avoir à le répéter. Le temps continue de passer, il passera toujours. Mais il ne m'emporte plus. Je marche avec lui, à mon rythme, sans précipitation, sans peur de disparaître. J'ai compris que ce que je protège désormais n'est pas une image, ni une place sociale, mais une cohérence intérieure. Et s'il ne devait rester qu'une phrase de tout cela, une phrase pour celles et ceux qui ont trop longtemps cru que se taire était la seule manière de survivre, ce serait celle-ci, simple et ferme, comme une vérité enfin assumée.
le silence peut aussi être une forme de justice.